Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Dakar avec du retard parce qu'en fait hier quand j'ai fini la vidéo Vendée Globe il était 21h30, je me suis dit 21h30, le temps que j'enregistre le Dakar, que je monte la vidéo, il sera plutôt 22h30, 22h45, le temps de l'uploader, donc je me suis dit que ça allait être un petit peu tard, donc je préférais la faire ce matin. Cette vidéo sur l'étape d'hier, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les abandons, il y en a eu quelques-uns sur les problèmes techniques de certains concurrents, sur les différents classements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube, donc plus ça me soutient. Deuxième moyen de soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, mais ça c'est seulement et seulement si vous avez les moyens, je le précise. Et si vous en avez l'envie, et absolument pas d'obligation. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cet abandon. Les abandons de cette étape qui a été dure, hein, je disais toujours. Lendemain de journée de repos, surtout que la première semaine a été dure, 48 heures plus marathon, ça a été deux étapes quand même très éprouvantes. Il y a eu du kilomètre en plus de liaison lors de l'étape 3 aussi, donc ça a été une journée difficile aussi, parce que quand il y a 400 bornes, 500 bornes de liaison, ça reste aussi dans les pattes. Et on sentait bien que les concurrents étaient éprouvés jeudi soir. Et le lendemain de journée de repos, c'est toujours compliqué de remettre la machine en route. Et souvent, il y a des pilotes qui partent trop vite un lendemain de journée de repos. Et ça s'est senti notamment chez les motos, où même des pilotes d'expérience se sont fait avoir. On commence avec les abandons de l'étape 5, déjà pour vous dire que cette étape avait été compliquée. On a eu 5 abandons en classique. Notamment Jean-Luc Martineau qui a abandonné en classique avec le team SSP. Vous voyez, donc ça a été pas évident. Pérez Companc, par exemple, a abandonné le duo argentin, les frères Pérez Companc. Alors Cristobal, c'est pas celui qui faisait du rallye. Pour ceux qui se souviennent, un WRC, dans la fin des années 2000. Dans les motos, voilà, vous voyez beaucoup de pilotes amateurs, hein. Quand on est au-delà des 100, normalement, c'est qu'on est quand même parmi les amateurs et les nouveaux arrivants en moto. Et puis, vous avez Bertrand Domet et Alexandre Vauban qui sont avec David Casteux qui ont aussi abandonné. En auto, Vanagas Benedictas, donc sur la Toyota du team Gazoo, le team Baltique, mais qui est suivi par Toyota. Vous avez donc également Tianpo sur le Hanwei, donc le véhicule chinois. On a également du côté des challengers Edouard Ponce. Vous avez Facundo, qui était un ancien quadiste, je crois, hein, Yaton Facundo. Luis Barrios, et puis Fernando Alvarez Castellano avec Xavier Pantseri, hein, ça c'est en SSV, Xavier Pantseri. Ancien copilote de Guillaume de Vévus notamment, mais qui a été copilote de Yazid Al-Araji également à l'époque des DKR privés. Enfin, il a eu énormément de pilotes à ses côtés, et puis copilote également de Brian Bouffier quand il était devenu champion de Pologne, également en rallye. Et puis Brokowski et Komar, voilà, également en SS20 abandonné, et puis donc le lendemain en auto, lors de l'étape du jour, enfin l'étape dont on va parler aujourd'hui, l'étape numéro 6, eh bien il y a eu un abandon en camion avec Florent Drulon, voilà, qui a abandonné en camion, et puis 2 abandons, un en challenger pour Pedro Lopez, un en ultimate, donc en catégorie auto, pour Juan Meur sur le Century, puis en classique 3 abandons, dont un en camion dans cette catégorie. Et puis on a également en moto beaucoup d'abandons, comme vous pouvez le voir, notamment des pilotes de pointe ont abandonné hier, des gros pilotes de pointe. On commence avec Ross Branch qui a abandonné, deux chutes en fait. Il a fait une chute 100 mètres, 200 mètres après le départ, et une autre chute, on va dire assez vite. Il s'est fait examiner par les médecins parce qu'il voyait bien que ça allait pas, Ross Branch, et ça n'allait pas du tout. Il a abandonné
examen en cours, mais il semblerait que ça soit du côté du poignet qu'il y ait des douleurs du côté de Ross Branch sur la Hero. C'est dommage parce qu'il faisait un Dakar intéressant, on en avait parlé jeudi où je disais il essaye toujours de ne pas ouvrir, il essaye toujours d'être bien placé mais de ne pas ouvrir. Donc voilà, c'était intéressant sa stratégie. Bradley Cox avec la KTM du team Bass. Lui, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le Sud-Africain parce que je dirais que c'est un peu comme les filles en biathlon du côté de l'équipe de France. C'est que Bradley Cox, il sait qu'il a la pression. Il a la pression de Tobias Epster. Il a la pression d'Edgar Canet, également le pilote espagnol, pour monter, pourquoi pas, avec l'équipe officielle KTM. Et c'est vrai que cet abandon ne va pas aider. Parce que pour l'instant Tobias Epster est toujours là et en plus c'est le neveu de Hans Kinnigartner, pionnier du rallye raid chez KTM, et de l'autre côté Edgar Canet il montre quand même des très très belles choses en termes de vitesse. J'ai peur que ça ne le fasse pas pour Bradley Cox chez KTM, enfin pour être pilote officiel. Antonio Maio, le portugais, le seul qui était avec une Yamaha dans les équipes élites, parce qu'on rappelle que Yamaha fait plus le Dakar de manière officielle. Ça fait déjà depuis quelques années. Ils sont maintenant sur la Africa Eco Race du côté de l'Afrique avec Boturi qui est pour l'instant en tête du général. Boturi qui est toujours là avec le team VRT, même double VRT, donc le team qu'on voit notamment 24 heures de Spa, qui fait également qui soutient BMW en WEC. Et puis, donc en championnat du monde d'endurance, et puis donc Pedro Subiaz, et puis vous avez également Kevin Benavides. Alors Kevin Benavides, je vous avais dit pourquoi il n'était pas performant, je l'avais vu jeudi, parce que c'était vraiment une question que je me posais, il était en vrai manque de rythme, où il a décidé d'abandonner, en disant grosso modo, c'était dangereux pour lui de continuer, qu'il n'avait pas le niveau physique pour continuer. Alors je me dis quand même... moi, je ne l'aurais pas mis déjà chez KTM dans l'équipe 1, en sachant qu'il n'était pas au top physiquement. Et surtout, je ne l'aurais pas fait participer au Dakar, quoi. Bon, le Dakar, c'est le rallye le plus dur au monde. C'est comme faire un Vendée Globe en ayant, en étant déjà blessé. Non, c'est une grosse compétition très dure. Tu le fais en pleine possession de tes moyens. Alors, je sais bien qu'en 2019, au Pérou, Toby Price avait gagné la course en ayant des douleurs au poignet. Alors déjà, c'était le Dakar au Pérou. C'est la dernière édition du Dakar en Amérique du Sud. C'était moyennement un Dakar en termes de kilométrage. Déjà que les Dakars en Amérique du Sud, ils ont manqué souvent de kilométrage en termes de longueur de spécial. Mais autant vous dire qu'en 2019, il n'y avait que le Pérou qui a organisé la course. Donc ça avait été très dur de faire des étapes longues. On sait très bien, c'est des étapes qui durent, vous êtes pendant 7-8 heures sur la moto, c'est juste pas possible de le faire à 50% de ses capacités. Et puis d'autres pilotes amateurs aussi ont abandonné, Thomas Georgien, Jatin Jain également, qui ont abandonné sur cette étape. On regarde tout de suite les classements. Après ces abandons, on voit que ce lendemain de journée de repos a fait très mal. Une étape qui était en deux parties. Première partie très caillouteuse, qui a fait très mal aux pilotes. C'est là où on a eu la plupart des abandons. Et puis, deuxième partie où c'était du sable, c'était des dunes. Les premières dunes depuis l'étape 48 heures chrono, mais les premières vraies grosses dunes en fait de ce Dakar, parce que ça à 48 heures, c'est plutôt des dunettes. Des petites dunes, c'était pas des gros franchissements, là il y avait un peu plus de franchissements, on en aura encore plus aujourd'hui sur l'étape 7, et puis 8, 9, 10, là ça va vraiment être très compliqué. Donc du côté des motos, eh bien victoire de l'américain Ricky Brabec, juste devant Van Beveren qui ouvrait la piste, donc qui a fait vraiment une très très belle journée, et grâce aux bonifications, parce que je rappelle que tous les jours quand vous ouvrez la piste en moto, c'est le règlement FIM qui n'est pas le règlement FIA, je rappelle que ce sont deux règlements distincts, vous avez la possibilité d'avoir des bonifications à chaque fois que vous faites 1 km en tête de course, ce qui permet donc de compenser un petit peu la perte de temps que vous avez à ouvrir la piste. Et à ce petit jeu-là, ça a bien aidé Adrien Van Beveren, qui, je rappelle, avait remporté l'étape 5, parce qu'il y avait eu un petit changement après la journée de repos. On s'est aperçu en fait que Van Beveren et à la fois Daniel Sanders ne pouvaient pas savoir qu'il y avait une limitation de vitesse dans la zone dans laquelle ils sont rentrés, car leur tablette ne fonctionnait pas correctement.
C'est un peu le problème des tablettes, c'est que pour le moment, le fonctionnement est parfois difficile. Après, c'est de l'électronique qui est quand même soumis à rude épreuve, notamment avec le sable. Mais ça permet voilà, que tout le monde parte un petit peu sur un pied d'égalité au niveau de la navigation. Donc voilà, Van Beveren, très très belle journée. Sur un terrain, encore une fois, j'avais un peu peur dans les cailloux qui perdent beaucoup de temps et qui se fassent rattraper un petit peu par tout le monde. Eh bien non, il a réussi à bien s'en sortir en termes de navigation. Et puis Ricky Brabec, l'américain, qui est toujours aussi costaud. Ça va être intéressant pour l'étape 7 pour Adrien Van Beveren parce que Ricky Brabec, il va faire une belle trace. Donc ça aide quand vous avez un pilote qui fait une trace pas mal. C'est vrai que ça aurait été un peu moins bien si ça avait été Skyler Hoves. Voilà. Ou Sharena qui sont une chouille moins bon en navigation, même si je pense quand même que Tosha Sharena ait progressé dans le domaine par rapport à l'année dernière, il a un peu plus d'expérience. Mais c'est quand même mieux d'avoir Ricky Brabec qui a déjà gagné le Dakar, notamment. Troisième, José Ignacio Cornero, qui je rappelle est passé chez Hiro désormais, qui est le dernier pilote Hiro de pointe aussi, hein, après l'abandon de Ross Branch et de Sébastien Buller en tout début de course. Même avec le départ de Barreda, eh ben, ils ont toujours des pilotes qui ont des problèmes. Eh bien, du côté de José Ignacio Cornero, depuis la marathon, ça va mieux. Hein. Il avait déjà fait 2 très bonnes étapes sur la marathon. Là, il recommence très fort après la journée de repos. Je pense qu'ils ont modifié les réglages de la moto. Parce que sur les premières journées, il était plus en retrait. C'est là où il a perdu beaucoup de temps, c'est sur les premières journées. Là, on a retrouvé du bon José Ignacio Cornero, en sachant que, je rappelle que Hiro a changé de châssis depuis le rallye du Maroc. Et il faut s'adapter au nouveau châssis, ce qui n'a pas été évident. Mais là, il a trouvé des bons réglages. 4e, Sharena, qui fait, je trouve, une course très solide, hein, Sharena. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, ça c'est clair et net, mais il fait également son petit bonhomme de chemin. Voilà, Tosha Sharena, donc ça se passe plutôt bien avec la Honda du HRC pour le jeune pilote espagnol, et je trouve qu'il va pas sur un rythme démesuré, je trouve qu'il a beaucoup appris en un an, Tosha Sharena. Par rapport au Tosha Sharena de l'an dernier, je trouve qu'il y a une vraie progression en maturité pour l'Espagnol. Et puis on retrouve Luciano Benavides toujours là, régulier, aux avant-postes. C'est un peu comme ce que faisait Ross Branch, hein, rarement vainqueur, mais il essaye toujours d'être dans le top 10, ou le plus proche possible du top 10. Et puis 6e, de nouveau, à une belle position pour Lorenzo Santolino. Avec la Sherco, ça s'est bien passé. Mason Klein, lui, est 7e. Il pensait à un moment dans la spéciale peut-être faire la première victoire en scratch pour Koei, dans l'histoire de la marque chinoise. Et puis, c'est un peu perdu à un moment dans la spéciale. C'est encore le problème de Mason Klein, c'est la navigation. Et ça lui a fait perdre pas mal de temps en fin de journée. Et puis derrière, on retrouve Skyler Hoves, Daniel Sanders, qui je pense n'a pas roulé à 100% pour ne pas ouvrir demain. Enfin, pour ne pas ouvrir sur l'étape 7. Du côté de Daniel Sanders, parce qu'on sait que l'étape 7, ça va être beaucoup de navigation et très difficile. Autour de Al Douvadimi, avec beaucoup de navigation, c'est ce qui est prévu par les organisateurs, même si l'étape a été raccourcie. Pour des questions de sécurité, je peux même vous le montrer là. Voilà, l'étape 7 modifiée à cause d'un problème d'hélicoptère, parce qu'il y a eu tellement de blessés et d'abandons sur l'étape 6 que les hélicoptères ne pouvaient pas arriver suffisamment tôt sur le départ de la spéciale 7, donc on ne pouvait pas faire partir les concurrents en spéciale sans moto pour pouvoir les héliporter vers les hôpitaux en cas de problème. Donc on a décalé le départ de l'étape. Donc les motos 411, les autos et camions 418. Je rappelle que c'est le début des parcours différenciés sur une grande partie du reste de la course désormais entre les motos et les voitures qui seront sur des parcours différents désormais, mais ce qui demande une logistique beaucoup plus importante du côté du Dakar. On repasse désormais à la suite du classement de l'étape. Aaron Mayer, tiens, c'est intéressant de voir des nouveaux noms. 11e, juste devant Tobias Epster, qui prend la 12e place devant Dusan Draj, Tony Mulek, Zvitko, toujours là. La deuxième, Sherco, 16e avec Rui Gonçalves. Edgar Canet qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. 13 minutes, voilà, c'est pas une super étape, mais il fait le job quand même. Et puis Nils Sterrick qui aurait pu être même pas très loin d'Edgar Canet. Là, il y a 3 minutes, mais il s'est pris une pénalité devant Mathieu Dovez et Daniel Nosiglia.
Voilà, dans ce classement. On redescend, Romain Dumontier qui fait un Dakar difficile, je trouve, Romain Dumontier. Pas exceptionnel sur ce Dakar, voilà, du côté du français. Et puis Jérémy Miroir sur la Fantique, là aussi, hein, les nouvelles marques, qui finit 24e, juste devant le premier pilote mal moto, Benjamin Mello, qui a repris du temps sur Emmanuel Guinness. Il s'est fait larguer dans les cailloux par rapport à Guinness, mais Guinness s'est fait larguer par Benjamin Mello dans le sable. Et puis Romain Chic, de nouveau, 3e. De cette catégorie mal moto devant Martinet Windeman, toujours pour cette bagarre pour la 3e place qui est très tendue hein, du côté des motos motules, enfin des originales by motules, on va y arriver. Puis Charlie Herps 31e, belle journée, bon rythme sur la KTM pour le pilote français. Et puis Benjamin Mello, il arrive à faire ça alors qu'il a Charlie Herps sur le dos hein. Tout le temps, il colle quand même. Ça va faire mal à Charlie Herps. 13 minutes à Charlie Herps. Hein. Et pourtant, il fait tout pour le ralentir, Charlie Herps, hein, pour perturber la préparation de Benjamin Mello de manière amicale. Et puis, on va regarder là. Alors, Xavier Flick, lui, il a eu des petits problèmes avec sa machine. C'est pour ça qu'il a fini aussi loin avec la auto. Mais elle est toujours en course. Ça, c'est vrai que c'est quand même... Les 3 autos sont toujours en course. On sait que c'est un moteur KTM dessus, mais il y aurait pu avoir des problèmes de suspension, de châssis, pour l'instant, ou des problèmes même électriques, hein, parce que c'est pas totalement la même machine que la KTM, même au niveau électrique, et ben pour l'instant, ça se passe super bien pour eux. Et on va redescendre un petit peu pour voir certains concurrents qui ont perdu beaucoup de temps hier. Une certaine légende du Dakar, David Casteux. En fait, il a tapé une pierre en début de spécial. Donc, il a tapé une pierre, ce qui a provoqué un problème sur sa boîte de vitesse. Il a perdu 3 rapports sur sa boîte de vitesse, donc ça commence à être très difficile. Il a réussi à sortir de la spéciale. Il est revenu au bivouac à 2h du matin. Voilà. Donc, et il est reparti ce matin, hein, David Casteux. Bon, il s'est pris 9 heures de pénalité. Il ne sera pas finisher parce que je crois qu'il a dû quitter la spéciale avant la fin. Mais il a réussi à rentrer au bivouac, donc bravo David Casteux. Les galères du Dakar, ça arrive même aux pilotes d'expérience. On poursuit avec le classement général de cette catégorie moto. Daniel Sanders qui a toujours 11 minutes d'avance sur Tosha Charanas, avec les 8 minutes regagnées par Daniel Sanders, on fait du bien. Van Beveren, bien, qui est sur le podium désormais à 19 minutes et qui va rentrer... dans son domaine de prédilection, Tirototo, du côté du sable, Ricky Brabec 4 devant Skyler Owes. On retrouve ensuite Benavides, Pablo Quintanilla, Ignacio Cornero, Santolino dans le top 10 avec la Sherco, et puis Edgar Canet, premier débutant et premier en Rallye 2 désormais, qui est 10e. Donc Edgar Canet devant, qui remporte pas l'étape, hein, c'est Tobias Epster qui a remporté l'étape, mais Edgar Canet qui a 11 minutes d'avance sur Epster. Il y a un gros match entre les deux. Donc Romain Dumontier qui est certes 3e, mais quand même à 1 heure de Edgar Canet, et c'est l'écart qui fait un petit peu mal au niveau du général. On retrouve ensuite Jacob Hagubright, Niels Sterry qui rentre donc dans le top 5 de cette catégorie. Et puis on a ensuite Tony Mulek, c'est Dougherty qui a perdu pas mal de temps au final, le sud-africain, avec 30 minutes, hein, donc il a raté 2 waypoints aussi en termes de pénalité. Ça coûte cher sur la course pour Dougherty, et puis ensuite Toby et Derrick, voilà, dans cette catégorie. Et en original by Motules, Emmanuel Guinness toujours en tête, mais avec 11 minutes seulement d'avance sur Benjamin Mello. Roman Chic désormais 3e, mais c'est encore une fois très serré pour la 3e place, avec Martini et Windeman qui restent en embuscade à moins de 20 minutes. Donc autant vous dire qu'en original Balmoto, c'est pas grand chose du tout. Et au scratch, j'ai oublié de la regarder au scratch, Benjamin Mello, il y a quand même 4 pilotes Malmoto qui sont dans le top 30, et Windeman il est en bordure de top 30, donc ça c'est quand même très impressionnant, ça montre quand même la densité dans cette catégorie. Et Charlie Herbst est 28e du général, donc ça c'est très intéressant aussi pour le français qu'on voit sur YouTube. Hop là, on regarde le classement d'étape en ultimate, déjà pour vous rappeler
qui a eu un abandon aujourd'hui important, c'est l'abandon de Guerlain Chicherit, hein, vous l'avez en miniature. Gros crash pour Guerlain pardon, Chicherit avec son équipier Alexandre Vinok. En fait, ils ont pris une marche. Là, à très haute vitesse, hein, ils devaient être vraiment au rupteur quasiment. Et la voiture en fait a rebondi et est parti en tonneau un petit peu comme Sébastien Loeb, parce que la marche était vraiment importante et il n'a pas freiné du tout, ce qui fait que quand vous freinez en fait vous baissez un petit peu les suspensions, en fait vous mettez en pression les suspensions et les amortisseurs, vous mettez en contrainte, voilà, et ce qui fait que des fois ça passe mieux, sauf que là je pense qu'il avait au dernier moment la marche, donc il n'a pas eu le temps de freiner, donc vraiment les suspensions étaient complètement, enfin le débattement était au maximum, on va dire. Et ça a fait... Et le problème, c'est que la suspension s'est compressée et l'énergie, à un moment, elle est restituée hein, par la suspension, l'amortisseur. Et c'est quand l'énergie a été restituée par le ressort que là, ça a fait, on va dire, peut-être éjection à l'arrière. Et comme il y a un peu d'aéro quand même sur la... Enfin, la voiture n'est pas totalement stable en aéro, il n'y a pas d'aileron arrière, par exemple, sur cette voiture. Elle a un peu pivoté sur le côté, et quand elle a pivoté sur le côté, c'est-à-dire qu'il y a une roue qui a dû tout taper un peu de travers le sable, en plus c'est un terrain qui est très dur, et là, paf, les tonneaux, et quand c'est des terrains très durs, bah, le sable n'amortit pas, au final, le sable ça amortit un peu, ça permet de décélérer plus facilement, et donc là ils ont fait au moins 5 ou 6 tonneaux dans l'affaire. Je pense qu'ils étaient à peu près à la même vitesse que Sébastien Loeb, la différence c'est que la bosse était plus importante, par rapport à Sébastien Loeb, et surtout le terrain beaucoup plus dur. Donc ce qui a fait ce tonneau et ce choc très très impressionnant. Voilà pour Guerlain Chicherit avec Alex Vinok. Problème au cervical, douleur au cervical pour Guerlain Chicherit. Donc on verra si on a plus d'informations. Il semblerait qu'il y ait plus de peur que de mal, ça soit juste des petites douleurs et pas rien de cassé, on va dire. Mais on attend quand même des informations complémentaires autour de Guerlain Chicherit. Autre pilote auto qui a eu des problèmes, c'est Lucas Moraes dont je vous parlais. Il a perdu plus de 3 heures, problème mécanique sur le Toyota Lucas Moraes. Donc lui, j'en faisais un de mes favoris hein, pour le podium. Et bien, désormais, c'est fini pour Moraes. Au final, Mini, qui a un peu pleuré avec Guerlain Chicherit, mais je pense que Sven Kant, le patron d'X-Rad, est habitué à Guerlain Chicherit. Je rappelle qu'il avait pété le buggy à l'époque, qui était un prototype un jour de journée de repos, quand on était en Amérique du Sud. Le buggy avait encore pas mal de problèmes. On nous dit on va faire des tests, des essais. Il avait pulvérisé la bagnole. Un jour de repos. Ça n'avait pas plu à Sven Kant qui l'avait viré à l'époque, Guerlain Chicherit. C'est comme ça qu'il avait arrêté le rallye raid. Et puis il est revenu il y a 2-3 ans, avec notamment le Hunter, puis le Toyota, puis cette année le buggy X-Red. Je pense qu'il est habitué à la casse. Voilà, quand vous avez Guerlain Chicherit, vous savez que les éléments de carrosserie trépassent avec Guerlain Chicherit. Donc, Guillaume Demi-Bus qui s'impose avec Mathieu Baumel. Comme quoi, Mathieu Baumel a rien perdu de sa vista quand même en termes de copilote. Hein. Et un Guillaume Demi-Bus qui était sur des terrains qui lui conviennent bien. Je rappelle, c'est un pilote de rallye de base, Guillaume Demi-Bus, qui est passé sur le rallye raid. Il doit encore progresser dans les dunes. Ça le disait. Par contre, c'est un terrain là qu'il maîtrise, où il faut accélérer fort, hein, il faut être capable d'envoyer beaucoup de vitesse. Je pense que Mathieu Baumel a aussi l'habitude avec Nasser à la TIA les années précédentes sur ce type de terrain. Je rappelle que Nasser à la TIA faisait aussi du rallye. Donc là c'était un terrain, je dirais pas complètement WRC, mais un terrain qui était plus dur, où il fallait savoir rouler vite sur ce terrain-là. Et ça a bien fonctionné pour Guillaume Demi-Bus. Joao Ferreira lui prend la 2e place avec l'autre buggy du team X-Red. Il fait un bon Dakar hein, pour l'instant le portugais. On n'en parle pas beaucoup hein, de Joao Ferreira et de Felipe Palmeiro, mais pour l'instant ils font un Dakar très solide. 3e Nasser Latilla, Edouard Boulanger. L'avantage c'est qu'il n'aura pas à ouvrir pour l'étape numéro 7. Bon, le désavantage c'est qu'il a certes repris un petit peu de temps sur la Tegane et sur El Haraji, mais pas grand chose quand même. Hein. 1,34 sur El Haraji. La Tegane est 4 minutes 30 derrière, donc c'est pas suffisant vu le retard qu'il a. Et on voit que dès que vous avez 30-35 minutes de retard,
vu la densité aujourd'hui qu'on a dans cette catégorie auto en termes de bons pilotes, c'est quand même difficile de revenir. Il y a une époque où on pouvait faire des... Je me souviens à l'époque où il y avait Giniel de Villiers sur le Touareg ou tout ça, oui, vous pouviez reprendre 30 minutes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de très bons pilotes en rallye raid. Il y a beaucoup plus de densité. Pour entrer dans le top 10, il faut déjà savoir un sacré coup de volant. C'est un peu comme au Vendée Globe maintenant, hein. Il y a beaucoup plus de densité aux avant-postes. Et là, pareil au Dakar, il faut avoir un sacré coup de volant et c'est pas évident. On le voit. Du côté des Toyota derrière, on a Botwheel, Alaraji, Bachuska. Donc ça c'est pas mal. Avec Lategan, Alaraji qui reprend encore du temps sur Henk Lategan qui est toujours en tête du général. Et puis Mathias Ekström sur le M-Sport, devant Martin Prokop et Nani Roma avec le Raptor qui avait perdu beaucoup de temps en début de rallye, notamment en rencontrant la route de Simon Witt. Les deux s'étaient rentrés dedans. Et bien désormais Nani Roma est 10e. On retrouve ensuite Krotov, le Kirghiz, de nouveau dans le top 15 d'une spéciale, c'est bien. Et puis Quintero Guthrie, qui pourront être dangereux demain. Enfin, aujourd'hui pour vous. Et puis Baragwana et Jacopini, voilà, qui suivent devant Variawa, qui a perdu un petit peu de temps sur cette étape, comme Mathieu Serradori. Pas une grande journée pour le 2. Cristina Gutiérrez dans le top 20, devant Gastaldi et Simon Witt, avec son buggy de roue motrice qui finit devant Ginial de Villiers. Et Orio Manamas avec de Villiers, en termes de rythme, c'est quand même compliqué. Et Toby Price et Sam Sunderland, pas une très bonne journée. Mais encore une fois, 23e, c'est un terrain où c'est compliqué parce qu'une auto, ça va plus vite. Là, il fallait vraiment avoir confiance dans sa voiture. Eux, ils sont encore en phase d'apprentissage. Donc c'est vrai que c'était vraiment un terrain qui n'était pas en leur faveur du côté des deux anciens motards. Parce que là, ça va très très vite. Donc voilà, c'est dur d'avoir le même tempo que les pilotes de devant. Et puis on retrouve Christian Lavieille, 26e voilà, aujourd'hui, pour les deux roues motrices. Et puis si on descend un petit peu le classement, Isadre TV 43e, l'ancien pilote moto. Donc Moraes, comme je vous disais, qui ont perdu 3 heures à mécaniquer sur leur voiture, 47e aujourd'hui. Et puis ils ne sont plus que 54 dans la catégorie Ultimate. Donc avec les meilleures voitures du plateau. Henk Lategan donc en tête devant El Araji, 7-16. On retrouve ensuite Ekström à 22 minutes, Nasser Al-Attiyah à 30 minutes et Guthrie 50 minutes. Serradori le dernier en dessous d'une heure de retard à 56 minutes. Pour l'instant toujours dans le match pour le top 5. Et puis on retrouve ensuite Jacopini et Quintero, Joao Ferreira, premier X-Red et Baragwana. Martin Prokop lui est 12e, Lucas Moraes 14e, juste devant Guillaume de Mévius, mais quand même déjà à quasiment 4 heures de retard dans cette catégorie. Donc c'est quand même impressionnant. Et Toby Price, ils sont 24e, voilà, à 6h30 de retard. Sachant que Toby Price aussi, il partait loin hein, sur la route, donc c'était pas forcément évident pour eux. Classement de la catégorie de roues motrices. Là, pour le moment, Lavieille est en tête, mais avec 16 minutes d'avance sur Pascal Thomas. Pierre Lachaume est 3e, Joubani 4e, Bergoun 5e. Simon Witt, lui, est bien plus loin. 11e avec Max Delfino, après leurs problèmes multiples sur la première semaine. Mais leur objectif maintenant est d'aller chercher des victoires de spécial. Et puis on a également la catégorie stock. Ils ne sont que 2 pour l'instant. Ronald Basso est en tête devant Akira Miura. Akira Miura qui a en fait rencontré des gros problèmes techniques sur cette étape. Vous voyez, il a perdu 1h40, le japonais qui a déjà remporté plusieurs fois la catégorie. Alors ils ne sont que 2 dans cette catégorie stock, mais l'année prochaine il y aura Land Rover qui revient avec le Defender. Et surtout, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, ça devait être forcément des teams officiels, donc soutenus par des constructeurs qui pouvaient participer à la catégorie stock. Il y aura désormais la compétition client dans cette catégorie-là, donc ce qui permettra à Toyota et à Land Rover de vendre aussi. Toyota, donc ça sera toujours les mêmes équipes hein, qui suivent. Je crois que c'est Toyota Gazoo. Je crois que c'est pas Overdrive. Je crois que c'est Gazoo qui suit Ronald Basso et Akira Miura. Ronald Basso qui a fait également de la Midjet, je crois me rappeler, Midjet Series. En France. Et puis Land Rover, ça sera ProDrive également qui suivra ce programme-là. Donc à la fois le programme Dacia, à la fois le programme Land Rover en stock. On passe aux autres catégories. En Challenger, nouvelle victoire de Yazir Zaidan et Michael Medj.
dans cette catégorie. Devant Cobin Laverton et Tai Perry qui font pour le moment un très beau Dakar. Pao Navarro s'est bien récupéré de la veille avec cette 3e place devant Paul Spearing qui reprend quelques minutes à Cavigliasso et Petar Garini. On regarde la suite du classement, pas mal de débutants dans les premières places. Alexandre Giroud finit 14e avec Jérémy Giacomelli. Et puis on retrouve également Antoine Méo, et Antoine Méo, je ne le vois pas. Antoine Méo avec son Apache, oui, voilà, ils se sont pris une pénalité, ils n'ont pas fini la spéciale, voilà. Problème technique certainement sur le Apache, qui est un nouveau buggy, ce Apache. Du côté du classement général, Cavigliasso a toujours 35 minutes d'avance sur Guerrero, Sperig à 40 et Pao Navarro à plus de 2 heures dans ce classement. Mais devant Dania Kiel, elle est où je ne sais jamais si elle est dans cette catégorie ou en SSV. Je pensais qu'elle était... Non, elle était en Challenger pour moi, Dania Kiel. Donc elle a disparu, Dania Kiel du classement. Donc elle a dû abandonner. Ou soit je ne la vois pas. Je pense qu'elle a dû abandonner. Elle n'est pas encore marquée comme abandon, mais je pense qu'elle a dû abandonner. Parce qu'on ne la voit plus au classement général. On poursuit en SSV, en catégorie SSV. Victoire de Tchaleko avec le Can-Am, qui se rattrape bien d'une première semaine qui avait été compliquée. Devant Xavier de Soultray, qui a repris 10 minutes à Brookiger, mais Brookiger l'américain a encore pas mal d'avance. Et puis ensuite Ferrioli et Joao Diaz, 5e devant Florian Vessade. Sur le 3e Polaris, on voit quand même que Polaris domine la catégorie. Joao Montero 8e, lui qui a eu également des soucis lors de la journée marathon. Et Gérard Fares-Guil, seulement 10e, un peu en difficulté. Gérard Fares-Guil, le niveau augmente dans cette catégorie, ça montre aussi. Et Andoujar finit 18e. Sarah Price, 2 heures encore de perdu, elle a un nombre de problèmes avec son Can-Am, c'est assez impressionnant pour Sarah Price. Et puis Claude Fournier, 24e, le Berrichon. Voilà, du côté de ce classement que je suis régulièrement tous les soirs. Et puis le classement général, Brookiger vainqueur pour un moment en tête, avec encore une belle avance sur Xavier de Soultray, 1h07. Tchaleko 3e, Alexandre Pinto 4e et De Sadler 5e de ce classement. Et si on descend un petit peu, Claude Fournier est désormais 14e et il peut encore aller chercher peut-être 1 ou 2 positions devant lui. Voilà, au classement général. Classement de l'étape en camion, là aussi Vandenbroucke s'impose devant Machik, mais Machik continue à conserver énormément d'avance sur ses adversaires. Il a un peu tué le suspense avec Soltis 3e, Martin Vandenbroucke 4e et Alex Lopez qui a encore eu des petits soucis, qui perd 31 minutes. Sugawara 7e, belle journée, Ania Van Loon 9e. Et Vadostas Zala a encore perdu beaucoup de temps. Le Lituanien, lui qui était bien placé après les 4-5 premières étapes, il a vraiment subi aujourd'hui 1h46 de perdu. Et donc Danilo Petrucci avec Claudio Bellina et Marco Arnoletti, eux, ils n'ont pas fini la spéciale. Voilà, donc gros problème technique sur leur camion. Et du côté du classement général, Martin Machik en tête, mais avec quasiment 2 heures d'avance sur Michel Vandenbroucke. Alex Lopez est 3e, mais il voit Martin Soltis revenir un petit peu. Et puis on retrouve Martin Vandenbroucke. Alors que Vadostas Zala est seulement 9e désormais. 2 places derrière Teurito Sugawara. 7e. Le Dakar Mission 1000, pour le moment, c'est le KH7 qui est toujours en tête, avec 10 petits points d'avance sur le X2. Faut savoir qu'en plus, il y a un système aussi de boost avec les réseaux sociaux, un peu comme en Formula I, donc qui permet de prendre des points. Hier, le ISE X2 a remporté ce boost, ce qui lui a donné 10 points supplémentaires, donc il n'y a plus que 10 points d'écart. Et ensuite, on retrouve Benjamin Pasquale devant Junao Su et Ji Yang. Et puis en Dakar classique, du côté du classement général, Santo Lala a pris la tête devant Traglio. Vous voyez qu'il a pris 20 points de pénalité, Lorenzo Traglio, ce qui lui a fait perdre cette première place. Ça reste très serré en tête de course avec Morera 3e devant Maxence Gublin et Juraj Sebalj. Et tout ça, ça se tient vraiment en 250 points, donc c'est pas grand chose dans un rallye de régularité, surtout quand on arrive sur des étapes de dunes où ça va être très dur de tenir les vitesses dans les différents secteurs de contrôle.
Du côté des pilotes, autres pilotes importants, eh bien, Valentin Simonet est 24e. J'ai vu qu'il a fait une vidéo sur YouTube, j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Vous pouvez la regarder. Et puis Hans Stacy, il est où Hans dans ce classement de l'étape du jour? On va le retrouver avec l'Audi Quattro, il est 56e. Et il y avait aussi Fabricia Ponce qui est 21e aujourd'hui, l'italienne. Voilà la copilote, l'ancienne copilote de Michel Mouton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour faire le débrief de l'étape numéro 7. Allez, ciao, ciao!